Pendant les vacances, je suis tombée sur un article dans ce magazine Cerveau, un article sur la méditation et sur les effets de la méditation. Alors, c'est assez courant, hein, il y a beaucoup de littérature sur la méditation, surtout depuis quelques années. C'est vraiment devenu une méthode phare, hein, des techniques, et les professionnels l'utilisent beaucoup et de plus en plus. Là, ce que je trouvais intéressant, c'était cet article. Dans certains cas, la pleine conscience et la méditation pourraient aggraver la dépression et l'anxiété. Alors je trouvais ça intéressant parce qu'on ne communique pas beaucoup là-dessus, voire très rarement. Bon, les professionnels qui travaillent avec le savent, mais cette technique est tellement vulgarisée, tellement banalisée, et tant mieux parce que ça l'a mise dans le grand public. C'est une technique dont tout le monde maintenant a entendu parler et peut faire et pratiquer seul. Mais justement, c'est bon aussi d'avoir cette vue-là sur cet aspect des choses où la méditation donc peut aggraver certains symptômes, notamment l'anxiété et les états dépressifs. Tout simplement parce que y a la méditation seule, qu'on fait ça seul, et puis il y a les méditations guidées, voire qui entrent dans un processus thérapeutique, et puis il y a votre état de départ et dans quelle situation vous êtes psychologiquement, et de là va dépendre un peu votre vécu. Donc l'article parle d'un pourcentage de 8 à 10%. C'est vraiment moi ce que je retrouve en cabinet, voire au moins 10 en tout cas, plus proche de 10 que de 8 même. Et c'est vraiment quelque chose avec lequel aussi, c'est ce ressenti-là, on va le travailler. C'est important d'en parler parce que trop souvent, vous vous culpabilisez et vous mettez la faute dessus, à savoir, vous me dites Valérie, j'ai mal dû la faire, je ne suis pas arrivée à la faire, parce que sur moi elle n'a pas marché, sur moi elle a fait ça, j'étais pas bien après, ça va pas. Voilà, donc c'est une réalité, c'est absolument pas parce que vous avez mal fait les choses. D'abord, c'est pas possible sur un processus comme ça, c'est pas possible de mal le faire, tout simplement parce qu'on n'est pas dans un cadre d'évaluation ou de bien faire ou mal faire. On est sur du ressenti, c'est-à-dire que vous allez être plongé dans un certain état, et ça, eh bien, il n'y a que vous pour savoir quel est votre ressenti. Il n'y a pas de juste ou de faux, c'est pas possible. La bonne chose, c'est que le fait qu'il y ait une réelle efficacité, enfin, ça vient prouver que justement, c'est un petit peu comme un médicament, hein, il y a le principe actif du médicament, et du coup, ce principe actif, cette substance-là, va créer, alors en principe, la guérison ou le soin, mais en tout cas, il y a toujours ces fameux effets secondaires, ces fameuses même contre-indications dans le médicament. Et bien là, c'est pareil, et ça prouve justement que ces techniques-là de méditation, de conscience modifiée, tout ce qu'on trouve dans ces états de visualisation, d'hypnose, de sophrologie, toutes ces techniques-là ne sont pas innocentes, elles sont thérapeutiques et du coup à manier aussi avec précaution. Voilà. Donc moi je suis parfois un peu troublée, un peu effarée par les techniques, enfin les séances en libre comme ça, en libre accès, et notamment des séances qui me font un peu parfois froid dans le dos quand j'écoute, sur ce concept-là, le fameux concept de l'enfant intérieur. Vous allez vite comprendre. Alors c'est très intéressant de travailler sur son enfant intérieur, puisque on le sait, quand on est déstabilisé, par exemple par, je ne sais pas, une réflexion, une situation, quelque chose qui nous fait peur, on sait que c'est pas forcément l'âge, nous, à l'âge adulte, mais c'est que ça renvoie à notre âge émotionnel, à notre âge affectif, de la petite fille ou du petit garçon qu'on était. Et voilà, et tout l'art de la thérapie, ça va être aussi de démailler tout ça, débroussailler tout ça, pour vraiment pouvoir désamorcer, repérer d'abord et puis désamorcer les schémas, les comportements même de pensée, et ensuite amorcer d'autres schémas de pensée, d'autres comportements. Donc ce concept-là est un vrai concept utile en psychothérapie et qu'il faut effectivement aller voir. Sauf que,
votre enfant intérieur, on a tous un état d'enfant intérieur différent. Alors, quand votre enfant intérieur, la petite fille que vous étiez ou le petit garçon, a subi des petites moqueries à l'école, ou était mal à l'aise, se sentait bon par rapport dans la fratrie, avait des petites comme ça différences, c'est quelque chose de relativement léger, mais qui faisait souffrir un enfant. Bon, ça va ressortir, mais votre capacité d'adulte va très très bien l'absorber, vous allez être en capacité de le gérer, il n'y aura pas de problème. Maintenant, si votre enfant intérieur a vécu du harcèlement, par exemple, quelque chose de plus violent, et vous me voyez arriver, hein, de toute façon, si c'est un enfant qui a vécu des abus, si c'est un enfant qui a vécu de la maltraitance physique, psychologique, jusqu'à quel degré, si c'est un enfant qui a été abusé, qui a eu de l'inceste, où il y a eu une situation incestueuse, voilà, tout ça c'est vraiment différent et vous comprenez à partir de là que plonger et faire régresser quelqu'un directement et seul comme ça vers cet enfant-là, c'est pas possible. Enfin, moi, de mon point de vue de psychologue, hein, de clinicienne et thérapeute, c'est dangereux, c'est limite, c'est pas possible. Voilà, donc parce que c'est vraiment dangereux, parce qu'on retrouve des personnes que je vois du coup pour la première fois, qui ont tenté une séance toute seule, qui ont essayé ce genre de pratique, et qui ont décompensé psychologiquement et qui n'arrivent plus à... Parce que seule l'auto-analyse, ça c'est bien, mais ça a des limites, et ça a les limites de votre structuration psychologique et des traumas qui ont impacté votre enfant justement intérieur et votre structuration psychique. Donc c'est pour ça que parfois il y a du mal-être. Alors là j'ai pris le cas extrême pour caricaturer, pour faire comprendre, mais toute autre situation, il faut bien comprendre que la méditation déjà va créer un calme, un apaisement, enfin ne serait-ce que dans la pratique concrète elle-même. Donc si vous êtes déjà sur une agitation mentale, si vous êtes sur quelque chose qui a besoin d'être occupé, d'être maintenu par un stimulus, et bien là le fait de créer un peu ce vide peut faire surgir un peu ce côté obscur, ce fameux côté obscur qu'on a. On a tous un côté, tous et toutes un côté obscur, plus ou moins fort, plus ou moins obscur déjà, et qui sera plus ou moins difficile de canaliser, de maîtriser, d'apaiser, de calmer. Donc on n'est pas à égalité avec ces processus méditatifs. Et le maître mot, je pense, là dans ma communication, c'est surtout de faire attention à ce à quoi on s'expose, de ne pas faire n'importe quoi dans ces techniques-là. Seul, ça doit être agréable. Voilà. Quand on pratique seul, ça doit rester agréable, et vous le sentez très bien quand vous allez vers quelque chose d'agréable, vous continuez. Quand vous sentez que ça vous amène vers un terrain que vous n'aimez pas, n'y allez pas. Voilà, tout simplement quand vous êtes seul, n'y allez pas. Ce que je peux faire ici en cabinet, c'est complètement différent, parce que parfois dans la thérapeutique, et pour désamorcer certains schémas ou certains souvenirs très douloureux, on a besoin de faire repasser la personne, mais il y a des étapes pour le faire, et c'est une méthodologie, c'est une technique qui fait repasser pour pouvoir désamorcer. Et là, mais vous êtes soutenu, c'est un protocole de soins psychiques. Ça se fait pas tout seul et sauvage comme ça, avec une méditation prise sur internet, c'est pas possible. Donc votre seul curseur, votre seul repère, alerte ou voyant rouge, c'est ce que vous ressentez. Ce que vous ressentez, c'est absolument vrai. Voilà, c'est pas que vous n'y arrivez pas, c'est pas que vous le faites mal, c'est pas que vous interprétez mal la séance, c'est votre ressenti, c'est vrai. Donc si c'est bon, vous continuez. Si c'est pas bon, il vous suffit de sortir de cette séance-là en ouvrant les yeux, en bougeant, voilà, vous sortez, vous allez boire un verre, et pour nettoyer un petit peu ce que cette séance est venue réveiller. Elle n'a pas réveillé des choses fausses, hein, elle n'a pas réveillé des choses, elle n'a fait que révéler des choses qui étaient vraiment là,
Mais s'il y a ce mal-être, c'est que ça les a révélés peut-être un peu trop brutalement, un peu trop forte et oui, de manière trop puissante pour vos mécanismes de défense qui n'étaient pas en mesure, pas assez forts peut-être pour l'instant, pour les canaliser et pour que ce soit entrer dans ce processus-là thérapeutique. Pour toutes ces raisons, je reste toujours très vigilante par rapport aux séances que je mets en ligne, donc des séances un petit peu plus publiques, hein, qui sont plus de type initiation, compréhension de ce que peuvent être les séances de méditation, d'état de conscience modifié, ce que vous pouvez faire, toujours dans la légèreté, sachant que même dans la légèreté, ça peut parfois aller toucher selon où vous êtes, selon si vous êtes plus ou moins bien, selon votre structure psychique, plus ou moins fragile aussi, à ce fameux côté-là obscur qu'on peut réveiller. Donc il faut être vigilant à ça, et même si les miennes restent légères dans le tout public, écoutez-vous, si c'est pas bon, vous les faites pas, voilà, vous n'y allez pas. Par contre, si vous êtes dans un processus de thérapie engagé avec moi, bien sûr, vous me le dites, parce que c'est des effets qui sont à noter, qui sont à reprendre, et ça sera très intéressant de le remettre dans la thérapie, mais voilà, si vous n'êtes pas engagé dans un processus, vous ne le faites pas, et le repère que vous pouvez avoir, c'est je vais bien et je fais ça pour aller encore mieux. Voilà, c'est bien de se poser aussi ce repère-là.